La maîtresse de mon mari m'a traité de « domestique » lorsqu'elle s'est présentée chez nous. Elle ne savait pas que je possédais l'entreprise pour laquelle travaille son père. La maîtresse de mon mari a sonné à notre porte samedi après-midi, et quand j'ai répondu, elle m'a tendu son manteau et a dit « Dites à Richard que je suis là ». Parce qu'elle pensait que j'étais la domestique et non sa femme depuis 12 ans. Je suis resté là, tenant son manteau de créateur, pendant qu'elle entrait chez moi comme si elle en était propriétaire. Blonde, peut-être 25 ans, portant une robe qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle a regardé autour de notre hall d'entrée et a dit « Cet endroit a besoin d'être rénové. J'en parlerai à Richard. » Richard est mon mari. Était mon mari, l'homme avec qui j'ai construit cette maison, brique par brique, en cumulant 2 emplois pendant qu'il terminait ses études de médecine. L'homme qui avait apparemment une maîtresse assez jeune pour être sa fille, qui pensait pouvoir redécorer ma maison. « Où est Richard » a-t-elle demandé, sans même me regarder. « Il n'est pas là » ai-je dit. « Eh bien, quand rentrera-t-il ? Je n'ai pas toute la journée. »« Qui êtes-vous » ai-je demandé, même si je commençais à recoller les morceaux. « Je suis Alexis, la petite amie de Richard. »« Et vous êtes la domestique, apparemment ?» Elle a ri. « Eh bien, oui, évidemment, cependant. Mais Richard a généralement du personnel mieux habillé. Êtes-vous nouvelle ? Dans ma propre maison, portant mes vêtements habituels du samedi, un jean et un sweatshirt universitaire. J'avais apparemment l'air d'une domestique pour cet enfant. Je suis ici depuis 12 ans, ai-je dit. 12 ans. Richard ne vit ici que depuis 5 ans. Essayez 12. Elle a levé les yeux au ciel. Les domestiques exagèrent toujours leur ancienneté. Dites juste à Richard que je suis là. Je serai dans le salon. Elle est entrée dans mon salon, s'est assise sur mon canapé, a mis ses pieds sur ma table basse. La table basse que Richard et moi avons achetée lors d'une vente successorale notre première année de mariage. Nous l'avons finie ensemble dans le garage. Pourriez-vous m'apporter de l'eau ? A-t-elle crié. Avec du citron, pas trop de glace. Je lui ai apporté de l'eau. Pas de citron. Trop de glace. Elle a soupiré comme si je l'avais personnellement offensée. Est-ce que Richard vous forme ? Ce n'est pas comme ça qu'il aime que les choses soient faites. Comment Richard aime-t-il que les choses soient faites ? Correctement, efficacement, avec respect pour ses invités. Êtes-vous une invitée fréquente ? Je suis ici tous les mardis et jeudis quand sa femme est au travail. Parfois le samedi si elle est à son club de lecture. Je n'ai pas de club de lecture. Je n'ai pas travaillé les mardis ou jeudis depuis 2 mois depuis que j'ai changé mon emploi du temps. Richard n'était pas au courant du changement. Vous semblez en savoir beaucoup sur sa femme, ai-je dit. Elle a ri. J'en sais assez. Plus âgée. C'est laissé aller. Ennuyeuse. Richard n'est avec elle que par commodité. Moins cher de la garder que de divorcer. Il dit qu'il dit ça tout le temps. Elle l'a piégé jeune avant qu'il ne sache mieux. Maintenant, il est coincé avec une femme démodée qui ne sait probablement même pas ce qu'est le botox. J'ai touché mon visage inconsciemment. 37 ans. Quelques rides, bien sûr, mais démodées. Richard mérite mieux, a-t-elle continué. Quelqu'un de jeune, belle, qui comprend ses besoins, pas une femme au foyer qui pense probablement que le missionnaire est aventureux. Peut-être qu'elle travaille, ai-je suggéré. Oh, pitié. Richard dit qu'elle a un petit boulot dans une entreprise. Probablement réceptionniste ou quelque chose comme ça. Rien d'important. Mon petit boulot a dirigé l'entreprise que j'ai fondée il y a 8 ans. Celle avec 200 employés. Celle qui paie cette maison, la voiture de Richard, son cabinet qui perd de l'argent depuis 3 ans. Le cabinet de Richard doit bien marcher, ai-je dit. Elle a ricané. Entre nous, il a du mal. Mais c'est ce qui arrive quand on est trop gentil. Il a besoin d'une femme qui peut le pousser à être impitoyable. Cette femme lui encourage probablement son côté doux. Peut-être qu'elle paie les factures pendant qu'il règle les choses avec son petit salaire. Pitié, Richard est l'homme. Il pourvoit aux besoins. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti mon téléphone. Richard était à son club de golf. La routine du samedi ne changeait jamais. Je lui ai envoyé un SMS pour qu'il rentre immédiatement. Urgence avec la maison. Il a répondu qu'il était au milieu d'une partie.
J'ai répondu que le plafond de son bureau s'était effondré. Il serait à la maison dans 15 minutes. Je suis retourné voir Alexis. Richard est en route. Enfin. J'attendais pour lui faire une surprise. Nous allons à Cabo la semaine prochaine. J'ai réservé la villa et tout. Cabo est sympa. Cher. Richard paie. Évidemment, il paie toujours. C'est ce que font les vrais hommes. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 6 mois. Les 6 meilleurs mois de ma vie. Il m'achète tout ce que je veux. M'emmène dans les meilleurs restaurants. Saviez-vous qu'il a dépensé 8 000 $ pour mon collier d'anniversaire? Je le savais parce que j'avais vu le relevé de carte de crédit de notre compte joint que je remplis avec mon petit salaire. C'est généreux, ai-je dit. Il est très généreux avec la bonne femme. Sa femme reçoit probablement des fleurs de supermarché et un dîner dans des chaînes de restaurants. Probablement. La voiture de Richard s'est arrêtée. Il est entré en ayant l'air paniqué à propos du plafond de son bureau. A vu Alexis en premier. Son visage est devenu blanc. Puis il m'a vu. Est devenu plus blanc. Richard. Alexis a bondi. Surprise. Je suis venu te voir. Alexis, qu'est-ce que tu fais ici? Je te rends visite, idiot. Ta domestique m'a laissé entrer. Bien qu'elle ne soit pas très bonne. Tu voudras peut-être la remplacer. Ma domestique? Il m'a regardé. J'ai souri. J'ai gardé mon sourire stable tout en regardant le visage de Richard passer par au moins 5 expressions différentes en environ 3 secondes. Sa bouche s'est ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, puis s'est refermée quand rien n'est sorti. Il a regardé Alexis, puis moi, puis Alexis à nouveau, et je pouvais réellement voir son cerveau faire des heures supplémentaires, essayant de trouver quel mensonge pourrait le sauver. Sa main est montée pour desserrer sa cravate, même si elle n'était pas serrée, et il a fait ce demi-pas bizarre en arrière comme si son corps voulait courir, mais ses jambes ne coopéraient pas. Alexis était toujours là avec ce grand sourire sur le visage, manquant complètement la panique qui émanait de Richard comme des vagues de chaleur sur l'asphalte en été. Elle a commencé à avancer vers lui pour un câlin ou quelque chose, mais ensuite elle a capté son expression et s'est arrêtée net. Son sourire affaiblit juste un petit peu, et elle m'a jeté un coup d'œil avec ce regard confus, comme si elle essayait de comprendre pourquoi Richard n'était pas heureux de la voir. J'ai regardé ses yeux descendre vers ma main gauche où se trouvait mon alliance, la même bague que Richard a mise à mon doigt il y a 12 ans quand nous nous sommes mariés lors de cette petite cérémonie au tribunal, parce que nous étions trop fauchés pour quelque chose de plus grand. La bague a attrapé la lumière de la fenêtre, et j'ai vu Alexis la fixer pendant 3 bonnes secondes avant que son cerveau ne commence à faire des liens. Elle a regardé Richard, puis moi à nouveau, et son visage est passé par cette réalisation au ralenti qui aurait été drôle si cela ne se passait pas dans mon salon. Richard a finalement retrouvé sa voix, et elle est sortie tout éraillée et bizarre. Il a dit que j'étais sa directrice commerciale, que je m'occupais des finances de la maison et aidais avec la paperasse, et il parlait vraiment vite, comme si la vitesse rendait le mensonge plus crédible. Alexis a eu l'air soulagé pendant peut-être 3 secondes, ses épaules se détendant, et ce sourire confiant commençant à revenir. J'ai levé ma main gauche pour que la bague soit juste dans sa ligne de mire, et j'ai dit très clairement que j'étais sa femme depuis 12 ans, celle dont elle parlait depuis 20 minutes pendant que je lui apportais de l'eau avec trop de glace. La couleur a quitté le visage d'Alexis si vite, j'ai cru qu'elle allait vraiment s'évanouir là sur mes parquets. Ses yeux sont devenus énormes, et sa bouche s'est ouverte en une forme de O parfaite, et elle a littéralement trébuché en arrière jusqu'à ce qu'elle heurte le cadre de la porte entre le hall et le salon. Elle s'est accrochée au cadre d'une main pour ne pas tomber, et son sac de créateur a glissé de son épaule et a touché le sol avec ce bruit sourd et coûteux qui a résonné dans le silence soudain. Je pouvais la voir essayer de traiter ce que je venais de dire. Ses yeux allaient et venaient entre mon visage et ma bague et l'expression coupable de Richard. Sa respiration s'est accélérée et sa main libre est montée à sa gorge comme si elle ne pouvait pas avoir assez d'air. Richard a commencé à bouger vers elle, mais j'ai levé la main et leur ai dit à tous les deux de s'asseoir dans le salon parce que nous allions avoir une conversation comme des adultes. Ma voix est sortie calme et stable, même si mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Richard a ouvert la bouche pour argumenter, probablement pour dire que ce n'était pas le bon moment ou que nous devrions parler en privé ou une autre excuse, mais quelque chose dans mon visage l'a fait se taire immédiatement. Il a marché jusqu'au canapé et s'est assis sur le bord comme s'il avait besoin de courir à tout moment. Alexis l'a suivi comme si elle était en transe, bougeant lentement et prudemment comme si le sol pouvait s'ouvrir et l'engloutir.
Elle s'est assise à l'autre bout du canapé par rapport à Richard, aussi loin qu'elle pouvait aller, tout en étant sur le même meuble. Je suis resté debout parce que s'asseoir donnait l'impression de céder un avantage que je ne voulais pas perdre. J'ai regardé Alexis et lui ai dit de tout me raconter sur sa relation avec Richard, et elle s'est immédiatement tournée pour le regarder comme s'il pouvait lui donner la permission ou lui dire quoi dire. Richard fixait ses mains sur ses genoux, triturant son ongle de pouce comme il le fait quand il est nerveux. La bouche d'Alexis s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant qu'aucun son ne sorte. Et quand elle a finalement commencé à parler, sa voix était tremblante et petite. Elle a dit qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois, qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une collecte de fonds à l'hôpital où Richard essayait de trouver des références pour son cabinet. Elle a dit que Richard lui avait dit qu'il était malheureux en ménage avec quelqu'un qui ne le comprenait pas, qui était ennuyeuse et vieille et n'appréciait pas quel homme bon il était. Sa voix est devenue encore plus basse quand elle a dit cette dernière partie, comme si elle commençait à réaliser à quel point cela semblait stupide maintenant. Richard a essayé d'interrompre avec des excuses, levant la tête et ouvrant la bouche, mais je l'ai coupé avant qu'il ne puisse dire un mot. J'ai interrogé Alexis sur l'argent, sur toutes les choses que Richard lui avait achetées, et j'ai gardé ma voix stable et calme comme si je demandais la météo. Alexis a tout énuméré avec cette petite voix effrayée qui n'avait rien à voir avec le ton confiant qu'elle avait utilisé quand elle pensait que j'étais la domestique. Elle a parlé de dîner dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des endroits au centre-ville avec des noms en français ou en italien qui coûtaient probablement plus cher par repas que ce que la plupart des gens dépensent en courses en une semaine. Elle a mentionné le collier à 8 000 $ pour son anniversaire, des virées shopping où Richard lui achetait des chaussures et des sacs et des vêtements, des week-ends dans des stations balnéaires. C'est à quelques heures de là. Puis elle a dit le voyage à Cabo qu'elle avait réservé, une villa qui coûtait 12 000 $ pour la semaine, et Richard lui avait dit de ne pas s'inquiéter du coût parce qu'il voulait bien la traiter. Sa voix s'est brisée sur cette dernière partie, et j'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert notre application bancaire, affichant les relevés de carte de crédit que je regardais depuis le mois dernier, essayant de comprendre où allait tout notre argent. J'ai tenu le téléphone pour qu'ils puissent tous les deux voir l'écran, et j'ai fait défiler les frais, soulignant chacun avec mon doigt. Dîner à un endroit appelé le Bernardin, 470 $. Achat de bijoux chez Tiffany, 8200 $. Chambre d'hôtel au Ritz, 600 $ pour une nuit. Alexis est redevenu pâle en me regardant faire défiler frais après frais, et je pouvais la voir faire le calcul dans sa tête, additionnant tout l'argent que Richard avait dépensé pour elle sur 6 mois. Elle s'est tournée vers Richard et a demandé si c'était vrai, s'il avait vraiment dépensé l'argent de sa femme pour elle. Et sa voix s'est brisée durement sur le dernier mot comme si c'était physiquement douloureux à dire. Richard a essayé d'expliquer que c'était compliqué, que son cabinet avait eu quelques années difficiles, et qu'il allait tout rembourser une fois que les choses s'arrangeraient. Je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir et j'ai dit que son cabinet avait perdu de l'argent pendant 3 années consécutives, que j'avais couvert les pertes avec mon salaire pendant qu'il prétendait être un médecin prospère qui pouvait s'offrir une maîtresse. La main d'Alexis est montée à sa bouche, et elle a fait ce petit bruit comme si elle allait être malade. Je lui ai dit que j'avais couvert les pertes du cabinet de Richard, le paiement de sa voiture, cette hypothèque. Fondamentalement, tout dans nos vies pendant qu'il jouait au Sugar Daddy avec mes revenus. J'ai dit que chaque cadeau qu'il lui avait offert, chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque chose venait de l'argent que j'avais gagné dans mon entreprise, le petit boulot dont elle s'était moquée plus tôt. Alexis avait l'air de vouloir vraiment vomir là sur mon canapé. Et honnêtement, je ne lui en voulais pas parce que tout son fantasme sur Richard étant cet homme généreux et prospère qui pouvait prendre soin d'elle venait de voler en éclats en 1 million de morceaux. Richard fixait toujours ses mains, et j'ai remarqué que son visage était devenu rouge. Pas d'embarras, mais de colère, comme s'il était fâché que je dise la vérité à Alexis sur nos finances. Alexis a commencé à pleurer pour de vrai maintenant. Pas de jolies larmes, mais des sanglots qui faisaient couler son mascara sur son visage entraîné noir. Alexis s'est essuyé le visage avec le dos de sa main et a étalé du maquillage noir sur sa joue. Elle a regardé Richard puis moi, et quelque chose a semblé faire clic dans son cerveau parce qu'elle s'est soudainement redressée sur le canapé. Elle a interrogé Richard sur son père et a dit qu'il avait promis d'aider à l'avancement de carrière de son père. Le visage de Richard est devenu encore plus rouge et il a bougé sur sa chaise mais n'a rien dit. J'ai demandé quel était le nom de son père et Alexis a dit Knox Marcato sans me regarder. Mon estomac s'est serré fort parce que je savais exactement qui était Knox Marcato. Il travaillait au département des opérations de mon entreprise et y était depuis 4 ans, faisant un travail décent, mais rien qui ne se démarquait comme spécial ou digne d'une promotion.
Je me suis tourné vers Richard et lui ai demandé s'il avait vraiment promis d'influencer la carrière de Knox dans mon entreprise. Richard a fixé le sol et son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il avait fait des promesses concernant mon entreprise à sa maîtresse sans même m'en parler. Alexis a commencé à pleurer plus fort maintenant et ce n'étaient pas les larmes délicates d'avant, mais de vrais sanglots qui faisaient trembler tout son corps. Elle a traité Richard de pathétique et a demandé combien de ce qu'il lui avait dit était réellement vrai. Richard est juste resté assis là à regarder ses mains comme si elles pouvaient avoir des réponses écrites dessus. Je me suis levé et j'ai dit à Alexis qu'elle devait quitter ma maison tout de suite. Elle n'a pas discuté comme je m'y attendais, mais a juste attrapé son sac de créateur sur la table basse et a ramassé son manteau là où je l'avais laissé sur la chaise. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai suivie pour m'assurer qu'elle partait vraiment. Alexis s'est arrêté la main sur la poignée de porte et s'est retourné pour me regarder. Elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle ne savait pas que j'étais réel. C'était une chose si étrange à dire que j'ai presque ri parce que bien sûr j'étais réel. Elle a ouvert la porte et a marché jusqu'à sa voiture et je l'ai regardé s'éloigner avant de fermer la porte et de la verrouiller. Quand je me suis retourné, Richard était debout juste là, essayant d'attraper mon bras. J'ai reculé rapidement et lui ai dit de ne pas m'approcher. Il a commencé à parler très vite de la façon dont l'aventure ne signifiait rien et combien il m'aimait et comment il y mettrait fin complètement pour que nous puissions surmonter cela ensemble. Ces mots se mélangeaient comme s'il pensait que s'il parlait assez vite, je pourrais le croire. J'ai levé la main pour l'arrêter et lui ai demandé depuis combien de temps il me mentait sur tout. Pas seulement sur Alexis, mais sur le cabinet et l'argent et ses mardis et jeudis. Le visage de Richard a changé et il a de nouveau regardé le sol. Il a admis que le cabinet avait des difficultés depuis plus de 3 ans. Il a dit que c'était plutôt 5 ans et qu'il ne savait pas comment me le dire. 5 ans de mensonges sur son entreprise tout en dépensant mon argent pour la maintenir à flot. Richard a dit qu'il se sentait émasculé par mon succès et que tout le monde dans notre cercle social savait que sa femme était le soutien de famille alors qu'il était le médecin raté. Je lui ai rappelé que j'avais travaillé 2 emplois pour lui payer ses études de médecine. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien tout en soutenant son rêve de devenir médecin. C'était comme ça qu'il me remboursait pour 12 ans de soutien. Richard a essayé d'interrompre, mais j'ai continué à parler par-dessus lui. Je lui ai dit de faire une valise et de partir ce soir. Il pouvait rester à l'hôtel ou chez un ami, mais il devait être parti dans 1 heure. Richard a dit que c'était sa maison aussi, et qu'il avait le droit de rester ici. Je lui ai rappelé que mon nom était le seul sur l'acte parce que mon argent a payé chaque brique de cette maison. Il a ouvert la bouche et l'a fermée et l'a ouverte à nouveau, mais aucun mot n'est sorti. J'ai pointé les escaliers et lui ai dit de commencer à faire ses bagages. Richard est monté à l'étage et j'ai entendu ses pas sur le sol au-dessus de moi. Je suis allé à la cuisine et j'ai sorti une bouteille de vin du casier. Je me suis versé un grand verre et me suis assise à la table de la cuisine essayant de traiter le fait que mon mariage de 12 ans venait de s'effondrer dans mon salon. La maison était calme à part Richard qui bougeait à l'étage, ouvrant des tiroirs et des portes de placard. Je me suis demandé comment j'avais manqué tous les signes ou si je ne voulais tout simplement pas les voir parce que les voir signifierait admettre que mon mariage était un mensonge. J'ai entendu les pas de Richard descendre les escaliers et il est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec une valise à la main. Il l'a posée et a essayé une fois de plus de s'excuser. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour arranger ça et bien faire les choses. J'ai bu une gorgée de mon vin et lui ai dit que la seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de partir et de me laisser de l'espace pour réfléchir. J'ai dit que nous parlerions par l'intermédiaire d'avocats à partir de maintenant et qu'il ne devait pas me contacter directement. Richard a ramassé sa valise et a marché jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai entendu s'ouvrir et se fermer, puis sa voiture a démarré dans l'allée. Le bruit du moteur s'est estompé alors qu'il s'éloignait et je me suis assise seule dans ma cuisine avec mon vin. Le verre semblait lourd dans ma main et je l'ai posé sur la table parce que mes doigts tremblaient. La maison était si calme que je pouvais entendre le réfrigérateur bourdonner dans le coin et l'horloge faire tic-tac sur le mur. Je suis restée assise là pendant peut-être 10 minutes à fixer le vide avant que les larmes ne commencent. Pas les pleurs jolies que l'on voit dans les films, mais le genre où votre visage devient rouge et votre nez coule et vous ne pouvez pas reprendre votre souffle. J'ai pleuré pour chaque mensonge que Richard m'avait raconté pendant 12 ans. J'ai pleuré pour avoir travaillé 2 emplois pendant qu'il allait à l'école de médecine et avoir pensé que nous construisions quelque chose ensemble. J'ai pleuré pour chaque fois que j'avais couvert les pertes de son cabinet et l'avais cru quand il disait que les choses allaient s'améliorer. J'ai pleuré d'avoir été si stupide de ne pas voir ce qui se passait dans ma propre maison les mardis et jeudis. Le pire était de savoir qu'il était resté avec moi parce que partir lui coûterait de l'argent,
pas parce qu'il m'aimait ou même m'appréciait. J'étais juste pratique. Un compte en banque avec un battement de cœur. Je suis restée assise à cette table de cuisine jusqu'à presque minuit à pleurer et à boire du vin jusqu'à ce que la bouteille soit vide et que mes yeux soient si gonflés que je pouvais à peine voir. Le lendemain matin, j'avais mal à la tête et mon visage avait l'air terrible dans le miroir de la salle de bain. Je me suis aspergé les yeux d'eau froide et j'ai essayé de me donner un air normal, mais il était impossible de cacher que j'avais passé la moitié de la nuit à pleurer. J'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine à nouveau. À ce moment-là, fixant mon téléphone. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui me connaissait avant Richard et me connaîtrait encore après. J'ai appelé Gita à 7 heures du matin même si c'était dimanche. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et j'ai recommencé à pleurer rien qu'en entendant sa voix. Elle a demandé où j'étais et j'ai dit à la maison et elle a dit qu'elle serait là dans 20 minutes. Gita est arrivée 17 minutes plus tard avec un sac de bagel et de fromage à la crème et son propre mug de voyage de café. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras juste là dans l'embrasure de la porte. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine et je lui ai tout raconté pendant que nous mangions des bagels que je ne pouvais pas vraiment goûter. Je lui ai parlé d'Alexis qui s'est présenté et a pensé que j'étais la domestique. Je lui ai parlé du collier à 8 000 $ et du voyage à Cabo. Je lui ai parlé de Richard dépensant mon argent pour sa petite amie pendant 6 mois tout en lui disant que sa femme n'était qu'une femme ennuyeuse avec un petit boulot. Gita s'est mise en colère au fur et à mesure que je parlais, son visage devenant rouge et ses mains serrant sa tasse de café si fort que je pensais qu'elle pourrait se casser. Elle a demandé si je savais que Knox Marcato était le père d'Alexis. Je me suis arrêté au milieu d'une bouchée et je l'ai fixé parce que ce nom m'était familier, mais je ne pouvais pas le placer au début. Puis cela m'a frappé et je me suis senti malade à nouveau. Knox travaillait dans notre département des opérations, y était depuis 4 ans, toujours calme et professionnel. Je n'avais jamais su qu'il avait une fille parce que nous ne parlions pas beaucoup de choses personnelles au travail. Gita s'est penchée en avant et a dit que nous devions faire attention à la façon dont cela affectait l'entreprise. Si Knox découvrait ce qui s'était passé, si d'autres employés le découvraient, cela pourrait créer des problèmes dont nous n'avions pas besoin en ce moment. Je savais qu'elle avait raison, mais une partie de moi voulait licencier Knox juste pour être lié à Alexis. Gita a vu mon visage et m'a rappelé que Knox n'avait rien fait de mal. Que le punir pour les choix de sa fille serait injuste et probablement illégal. Elle a dit que nous devrions garder cela sous silence pour le moment et le gérer professionnellement si cela devenait un problème de travail plus tard. J'ai accepté, même si cela semblait injuste que Knox puisse continuer à travailler dans mon entreprise alors que sa fille couchait avec mon mari. J'ai passé le reste de ce week-end dans mon bureau à domicile à passer en revue tous les dossiers financiers que je pouvais trouver. Relevés bancaires, cartes de crédit, documents de prêt, tout. Plus je cherchais, pire c'était. Richard cachait des relevés de cartes de crédit dans sa voiture. Je les ai trouvés quand je suis allé chercher les papiers d'assurance. 3 cartes différentes dont je ne connaissais pas l'existence, tout au plafond, tout à nos 2 noms. Des avances de fonds totalisant près de 30 000 $ sur 2 ans. J'ai trouvé une demande de prêt pour son cabinet médical où quelqu'un avait falsifié ma signature, et l'écriture ressemblait suffisamment à la mienne pour que je doive la comparer à de vrais documents pour être sûr que ce n'était pas moi. Richard avait contracté un prêt de 75 000 $ en utilisant notre maison comme garantie, et je n'en ai jamais rien su. Chaque page que je regardais me faisait me sentir plus stupide de lui avoir fait confiance. Comment ai-je manqué ça? Comment n'ai-je pas remarqué que des milliers de dollars disparaissaient? Mais je savais comment. J'étais occupé à diriger mon entreprise, travaillant 60 heures par semaine, et je faisais confiance à mon mari pour être honnête sur l'argent. Je lui ai fait confiance pour tout, et il a utilisé cette confiance pour me voler aveuglément tout en couchant avec quelqu'un d'assez jeune pour être sa fille. Lundi matin, j'étais à mon bureau à 6 heures pour passer des appels avant que quiconque n'arrive au bureau. J'avais besoin du meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville, et tout le monde disait que c'était Palmer Hendricks. Le site web de son cabinet disait qu'elle se spécialisait dans les divorces à valeur nette élevée et avait la réputation d'être dure. J'ai appelé son bureau à 8 heures quand ils ont ouvert et j'ai eu une assistante qui semblait ennuyée. J'ai expliqué que j'avais besoin d'un rendez-vous d'urgence pour un divorce et l'assistante a dit que Palmer était complet pour les 3 prochaines semaines. J'ai donné mon nom et mentionné le nom de mon entreprise et le ton de l'assistante a complètement changé. Elle m'a mise en attente et quand elle est revenue, c'était Palmer elle-même au téléphone. La voix de Palmer était vive et professionnelle et elle a demandé ce qui faisait de ceci une urgence. Je lui ai dit que mon mari avait une liaison depuis 6 mois,
dépensait les biens matrimoniaux pour sa maîtresse et cachait des informations financières, y compris la falsification de ma signature sur des documents de prêt. Palmer est restée silencieuse pendant peut-être 3 secondes, puis a dit qu'elle pouvait me voir cet après-midi à 15 heures. J'ai dit que je serais là, et elle m'a donné l'adresse de son bureau au centre-ville dans le quartier financier. Le bureau de Palmer était au 40e étage d'une tour de verre qui reflétait toute la ville. Le hall avait des sols en marbre et de l'art moderne sur les murs et une réceptionniste qui avait l'air d'appartenir à un magazine de mode. J'ai donné mon nom et la réceptionniste a souri et a dit que Palmer m'attendait. Elle m'a conduite dans un couloir avec des fenêtres du sol au plafond et dans un bureau d'angle qui avait vue sur la rivière et l'horizon. Palmer s'est levée de derrière un immense bureau en bois sombre et m'a serré la main. Elle avait peut-être 50 ans avec des yeux gris perçants et un tailleur noir qui coûtait probablement plus cher que le paiement de ma voiture. Sa poignée de main était ferme et elle m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau. Elle avait un bloc-notes prêt et un stylo à la main et elle me regardait comme si elle pouvait voir à travers tous les mensonges que je pourrais raconter. Je l'ai aimée immédiatement. Palmer m'a demandé de tout lui raconter depuis le début, et elle n'a pas interrompu une seule fois pendant que je parlais. Elle prenait juste des notes sur son bloc-notes, son stylo bougeant rapidement sur le papier, et son visage restait neutre même quand j'arrivais au parti sur l'argent. J'ai sorti le dossier que j'avais apporté avec tous les documents financiers que j'avais trouvés pendant le week-end. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des restaurants chers et des bijouteries, des relevés bancaires montrant des avances de fonds, la demande de prêt avec la signature falsifiée. Palmer a parcouru chaque page attentivement, prenant parfois des notes, prenant parfois des photos avec son téléphone. Quand elle a fini, elle m'a regardé et a dit « Les dépenses de Richard avec l'argent conjugal pour une liaison s'appellent le gaspillage des biens matrimoniaux, et cela aiderait beaucoup mon cas au tribunal des divorces. » Elle a expliqué que les juges n'aimaient pas quand un conjoint utilisait l'argent partagé pour financer une liaison, surtout quand les montants étaient aussi importants. Palmer a dit que nous pourrions probablement m'obtenir une plus grande part de tout parce que Richard avait gaspillé tellement de notre argent pour Alexis. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine en entendant cela, comme si peut-être je n'étais pas complètement impuissante dans cette situation après tout. Palmer a posé des questions sur mon entreprise et si Richard y avait une quelconque propriété. J'ai expliqué que j'avais fondé l'entreprise il y a 8 ans avant de nous marier et que je l'avais gardée complètement séparée. Le nom de Richard n'était sur aucun document de l'entreprise. Il n'avait aucune part, aucune participation, rien. Palmer a réellement souri pour la première fois et a dit que c'était très intelligent de ma part. Elle a expliqué que dans de nombreux divorces, les plus grandes batailles portaient sur les actifs commerciaux. Mais comme j'avais gardé mon entreprise séparée et l'avais commencé avant le mariage, Richard n'avait aucune revendication dessus du tout. J'ai ressenti un soulagement m'envahir parce que mon entreprise était tout ce que j'avais construit, et l'idée que Richard en obtienne une partie me donnait envie de vomir. Palmer a pris une note sur son bloc-notes et a dit que nous nous assurerions que les papiers du divorce soient très clairs sur le fait que l'entreprise était la mienne seule, et que Richard n'avait aucun droit dessus. Nous avons ensuite parlé du cabinet médical de Richard, et le visage de Palmer est redevenu sérieux. Elle a expliqué que même si le cabinet était au nom de Richard, toutes les dettes qu'il contractait pendant notre mariage étaient probablement des dettes matrimoniales. Cela signifiait que je pourrais être responsable de la moitié de l'argent que son cabinet devait, même dans un divorce. J'ai senti mon estomac tomber parce que je savais que son cabinet croulait sous les dettes. Plus de 100 000 $ faciles, peut-être plus. Palmer a vu mon visage et a dit que nous devrions examiner tous les documents financiers du cabinet pour voir exactement à quoi nous avions affaire. Elle a dit, il pourrait y avoir des moyens de soutenir que la mauvaise gestion de son cabinet par Richard était de sa propre faute, et je ne devrais pas avoir à payer pour cela, mais cela dépendrait de ce que les chiffres montreraient. Je suis resté assise là à me sentir malade, pensant à être coincé avec 50 000 $ ou plus de dettes commerciales de Richard en plus de tout ce qu'il m'avait fait. Palmer s'est adossé à sa chaise et a dit que nous devions engager quelqu'un pour passer au peigne fin tous nos dossiers financiers. Elle a appelé ça un jury comptable, quelqu'un qui se spécialisait dans la recherche d'argent caché et le suivi de chaque dollar. Palmer a dit qu'elle connaissait quelqu'un d'excellent qui pourrait commencer tout de suite, et qui serait capable de témoigner au tribunal si nous en avions besoin. Le comptable documenterait exactement combien Richard a dépensé pour Alexis, où sont allées toutes les avances de fonds, et s'il y avait d'autres comptes cachés ou dettes que nous ne connaissions pas encore. Palmer a dit que cela coûterait environ 5 000 $, mais que cela vaudrait chaque centime car une bonne documentation renforcerait considérablement notre dossier. J'ai accepté immédiatement parce que je voulais connaître toute la vérité sur ce que Richard avait fait de notre argent.
Palmer a passé un appel directement depuis son bureau et a organisé une réunion avec le jury comptable pour plus tard cette semaine-là. Quand j'ai quitté son bureau une heure plus tard, j'ai eu l'impression d'avoir enfin quelqu'un de mon côté qui savait comment riposter contre ce que Richard m'avait fait. Avant de quitter le bureau de Palmer, je lui ai posé des questions sur Knox Marcato et si le fait que le père d'Alexis travaille dans mon entreprise créait des problèmes juridiques pour moi. Palmer a posé son stylo et a réfléchi un moment avant de dire que c'était compliqué, mais probablement pas quelque chose pour lequel on pourrait me poursuivre. Elle a expliqué que je ne pouvais pas licencier Knox juste parce que sa fille couchait avec mon mari. Que ce serait de la discrimination basée sur les relations familiales et pourrait m'exposer à un procès pour licenciement abusif. Palmer a dit que je devrais parler à mon service RH tout de suite et m'assurer que nous documentions tout soigneusement afin que personne ne puisse prétendre que je traitais Knox différemment à cause de ce qu'Alexis avait fait. Je l'ai remercié et je suis parti avec l'impression que chaque partie de ma vie se transformait en un champ de mine juridique où un faux pas pourrait m'exploser au visage. De retour à mon bureau le lendemain matin, j'ai programmé une réunion privée avec Corey Brandt, notre chef des RH. Corey était dans l'entreprise depuis 6 ans et je lui faisais confiance pour gérer les situations sensibles sans répandre de ragots dans le bâtiment. J'ai fermé la porte de mon bureau et expliqué que je traversais un divorce et qu'il pourrait y avoir des complications au travail sur lesquelles j'avais besoin de ses conseils. Corey a sorti un bloc-notes et a écouté sans interrompre alors que je lui disais que mon mari avait une liaison avec la fille d'un employé. Je n'ai pas utilisé de nom au début, j'ai juste exposé la situation de base et demandé ce que je devais faire pour nous protéger, moi et l'entreprise. Le visage de Corey est resté professionnel, mais je pouvais voir de la sympathie dans ses yeux quand il a dit que nous devions être extrêmement prudents sur la façon dont nous gérions le statut des employés. Il a expliqué que nous ne pouvions pas punir quelqu'un pour les actions des membres de sa famille. Ce serait de la discrimination et pourrait entraîner un procès que l'entreprise perdrait probablement. Corey a dit que la meilleure approche était de tout documenter et de traiter l'employé exactement comme nous traiterions n'importe qui d'autre, en ne traitant que les problèmes de performance réels s'ils survenaient. J'ai pris une respiration et dit à Corey que l'employé était Knox Marcato aux opérations. Corey a hoché la tête et a affiché le dossier personnel de Knox sur son ordinateur portable, faisant défiler les évaluations de performance et les registres de présence. Après quelques minutes, il a levé les yeux et a dit « Knox a été un employé solide pendant 4 ans sans problème disciplinaire et avec des notes de performance toujours bonnes. » Corey a expliqué que cela rendait en fait la situation plus difficile parce que je ne pouvais pas justifier le licenciement de Knox ou son déplacement vers un autre poste sans une raison commerciale légitime. Si je faisais quoi que ce soit qui ressemblait à des représailles pour la liaison de sa fille avec mon mari, Knox pourrait poursuivre à la fois moi personnellement et l'entreprise. Je me sentais frustré parce qu'une partie de moi voulait que Knox parte pour ne pas avoir à le voir tous les jours et me rappeler ce que sa fille avait fait. Mais je comprenais que Corey avait raison sur les risques juridiques. Corey a fermé le dossier de Knox et a dit que nous devrions documenter cette conversation et créer un plan pour gérer tout problème qui pourrait survenir. Il a suggéré que nous traitions Knox exactement comme nous le ferions pour tout autre employé, en l'évaluant uniquement sur sa performance au travail et son comportement au bureau. Si la performance de Knox souffrait ou s'il créait des problèmes à cause de la situation avec Alexis et Richard, nous traiterions ces problèmes par les voies normales des RH avec tout documenté. Corey a dit que nous ne pouvions pas punir préventivement Knox pour quelque chose que sa fille adulte avait choisi de faire, même si j'avais tout à fait le droit d'être en colère à propos de toute la situation. J'étais d'accord avec l'approche de Corey, même si elle semblait insatisfaisante, et il a pris des notes sur notre réunion pour le dossier RH au cas où nous aurions besoin de prouver que nous avions tout géré correctement. Ce soir-là, j'étais assise chez moi en train de passer en revue d'autres dossiers financiers quand mon téléphone a vibré avec un texto de Richard. Il demandait si nous pouvions parler parce qu'il voulait tout expliquer et essayer d'arranger les choses. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de me souvenir de l'instruction de Palmer selon laquelle toute communication devait passer par son bureau maintenant. J'ai transféré le texto de Richard à Palmer sans lui répondre et les laisser gérer ce qu'il voulait dire. Palmer a répondu par texto 20 minutes plus tard en disant qu'elle contacterait l'avocat de Richard et lui rappellerait que la communication directe avec moi n'était pas appropriée pendant la procédure de divorce. Le jury comptable recommandé par Palmer s'est présenté chez moi 2 jours plus tard portant une mallette et des lunettes qui lui donnaient l'air d'une bibliothécaire. Son nom figurait sur sa carte de visite, mais Palmer m'avait prévenu qu'elle avait la personnalité d'un détective et qu'elle n'arrêterait pas de creuser tant qu'elle n'aurait pas tout trouvé. Je l'ai conduite au bureau à domicile de Richard et lui ai donné accès à tous nos dossiers financiers, relevés bancaires, factures de cartes de crédit et déclarations d'impôts des 5 dernières années.
Elle s'est installée au bureau de Richard avec son ordinateur portable et sa calculatrice et s'est mise au travail pendant que j'essayais de me concentrer sur mon propre travail dans une autre pièce. 6 heures plus tard, elle m'a rappelé dans le bureau et m'a montré ce qu'elle avait trouvé. La comptable avait découvert des choses que même moi j'avais manquées lors de mon propre examen. De petits retraits d'espèces qui totalisaient des milliers de dollars. Des virements mystérieux vers des comptes dont je ne connaissais pas l'existence, et un modèle de dépenses qui montrait clairement que Richard planifiait et finançait sa liaison depuis plus de 6 mois. Elle avait des feuilles de calcul codées par couleur par catégorie montrant exactement où allait chaque dollar. Et le montant total que Richard avait dépensé pour Alexis était encore plus élevé que je ne le pensais. Mercredi après-midi, mon assistante m'a dit que Knox Marcato avait demandé une réunion par les voies appropriées. J'ai demandé à Cory d'assister en tant que représentant des RH, et nous nous sommes rencontrés dans l'une des petites salles de conférence au lieu de mon bureau. Knox est entré en ayant l'air mal à l'aise dans une chemise habillée et une cravate, plus formelle que ses vêtements de travail habituels. Il s'est assis en face de nous et m'a remercié d'avoir pris le temps de le rencontrer. Knox a dit qu'il voulait aborder quelque chose directement, et a demandé si l'implication de sa fille avec mon mari affecterait sa position dans l'entreprise. Je pouvais le voir agripper le bord de la table et son visage était tendu par le stress alors qu'il attendait ma réponse. J'ai dit honnêtement à Knox que ce qui s'était passé entre Richard, Alexis et moi était une affaire personnelle distincte de son emploi. J'ai expliqué que sa performance au travail était ce qui comptait dans cette entreprise et tant qu'il continuait à faire du bon travail, son poste était sûr. Les épaules de Knox se sont affaissées avec un soulagement visible et il m'a remercié d'être professionnel à propos de la situation. Puis son visage a changé et il a dit qu'Alexis lui avait tout raconté sur ce qui s'était passé chez moi, comment elle pensait que j'étais la domestique et avait dit des choses terribles sur moi. Knox a dit qu'il était horrifié par le comportement de sa fille et honteux d'avoir élevé quelqu'un qui pouvait traiter une autre personne de cette façon. Knox a baissé les yeux sur ses mains et a dit qu'il avait essayé d'élever Alexis mieux que ça, que sa mère était morte quand elle n'avait que 8 ans, et peut-être qu'il l'avait trop gâtée pour essayer de compenser la perte de sa maman. Il a dit qu'il donnait à Alexis tout ce qu'elle demandait parce qu'il se sentait coupable qu'elle grandisse sans mère. Et maintenant, il pouvait voir qu'il avait créé une jeune femme gâtée qui pensait pouvoir prendre tout ce qu'elle voulait sans se soucier de qui elle blessait. J'ai ressenti un éclair inattendu de sympathie pour Knox assis là à parler de sa femme décédée et de ses regrets d'avoir élevé sa fille, mais j'ai gardé mon masque professionnel en place et lui ai dit à nouveau que sa position dans l'entreprise était sûre, que j'appréciais qu'il vienne me parler directement et que nous devrions tous simplement nous concentrer sur l'avenir. Knox m'a remercié une fois de plus et a quitté la salle de conférence, et Cory a pris des notes sur la réunion pour le dossier RH. Cette nuit-là, Richard a commencé à m'appeler depuis différents numéros de téléphone après que j'ai bloqué son portable. Je n'ai répondu à aucun des appels, mais il a laissé des messages vocaux que j'ai écoutés plus tard. Les messages oscillaient entre excuses et colère avec Richard me suppliant de lui parler dans un message vocal, puis m'accusant de réagir de manière excessive et d'essayer de détruire sa vie dans le suivant. J'ai sauvegardé chaque message vocal comme Palmer me l'avait dit et les ai tous transférés à son email. Le lendemain matin, Palmer a appelé et a dit qu'elle envoyait à l'avocat de Richard une lettre officielle de cessation et d'abstention lui disant d'arrêter de me contacter directement. Elle a dit que si Richard continuait à appeler après avoir reçu la lettre, nous pourrions l'utiliser comme preuve de harcèlement et cela ne ferait que le rendre pire quand nous arriverions au tribunal. 2 semaines plus tard, le jury comptable est revenu au bureau de Palmer avec son rapport complet, et je me suis assise en face d'elle pendant qu'elle me guidait à travers chaque transaction. Elle avait des feuilles de calcul codées par couleur par catégorie, et les sections rouges pour les dépenses d'Alexis couvraient 3 pages complètes. 60 000 $ en 6 mois répartis en dîners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, achats de bijoux, magasin de vêtements de créateurs, un week-end à Miami, et la villa de Cabo à 12 000 $ que Richard avait prépayé en totalité. La comptable m'a montré des reçus pour des dîners à 800 $ où Richard commandait des bouteilles de vin qui coûtaient plus cher que notre budget mensuel d'épicerie. Elle a trouvé des frais dans des hôtels de luxe de notre propre ville, des endroits où Richard m'avait dit qu'il assistait à des conférences médicales alors qu'en réalité il dépensait mon argent pour des chambres d'hôtel à 20 minutes de chez nous. La voix de la comptable restait professionnelle et calme pendant qu'elle détruisait mon mariage avec des chiffres, des dates et des relevés de cartes de crédit. Palmer prenait des notes et posait des questions sur des transactions spécifiques, construisant son dossier pièce par pièce. Quand nous avons fini, Palmer a dit que ce niveau de dissipation jouerait très bien au tribunal. Les juges ne voyaient pas d'un bon œil les conjoints qui dépensaient les biens matrimoniaux pour des liaisons. Elle a déposé les papiers du divorce cet après-midi-là, citant l'adultère et la dissipation des biens matrimoniaux comme motif.
Richard a été signifié à son cabinet médical 3 jours plus tard pendant les heures d'ouverture. Palmer a arrangé ça exprès, a dit qu'il méritait l'humiliation publique après ce qu'il a fait. Sa réceptionniste a appelé mon portable par erreur, pensant que je m'occupais toujours des affaires de Richard et m'a dit qu'un huissier de justice s'était présenté pendant les heures de consultation et avait remis des papiers à Richard devant tout son personnel. 20 minutes après avoir été signifié, le téléphone du bureau de Palmer a sonné et son assistante a dit que Richard était en ligne en train de hurler. Palmer l'a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre, et sa voix passait en colère et désespérée, hurlant sur la façon dont je l'humiliais publiquement et détruisais sa réputation. Palmer a attendu qu'il soit à bout de souffle et a ensuite dit très calmement que c'est ce qui arrive quand on dépense l'argent de sa femme pour sa maîtresse. Richard a essayé d'argumenter, mais Palmer l'a coupé et lui a dit que toute communication future devait passer par son avocat. Puis elle a raccroché alors qu'il parlait encore. Je n'ai rien ressenti en l'écoutant rager, juste une sorte de satisfaction fatiguée qu'il fasse enfin face à de vraies conséquences. Son avocat a contacté Palmer la semaine suivante pour proposer une médiation afin d'éviter une bataille judiciaire désordonnée. Palmer m'a appelé au bureau et a exposé les options. Elle a dit, nous avons un dossier très solide, mais le litige serait coûteux et émotionnellement épuisant. Elle a expliqué que la médiation pourrait nous amener à un règlement plus rapidement et nous faire économiser de l'argent et des frais juridiques, bien qu'elle soit heureuse de démolir Richard au tribunal si c'était ce que je voulais. J'ai pensé à assister à un procès, à voir tout notre mariage décortiqué en public, écouter les excuses de Richard devant un juge. L'idée m'a épuisé avant même que ça ne commence. J'ai dit à Palmer que j'essaierais une séance de médiation, et si ça ne marchait pas, nous irions au tribunal. Elle a dit que c'était intelligent, que nous pourrions toujours plaider plus tard si Richard n'était pas raisonnable. La médiation a eu lieu 2 semaines plus tard dans une salle de conférence d'un immeuble de bureaux neutre au centre-ville. Palmer et moi sommes arrivés les premiers et avons installé nos documents d'un côté de la longue table. Richard est arrivé 10 minutes en retard avec son avocat, et quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Son costume était froissé comme s'il avait dormi dedans, et il avait des cernes sous les yeux qui le faisaient paraître 10 ans plus vieux. Son avocat était un jeune homme qui ne cessait de jeter des regards nerveux à Palmer comme s'il savait qu'il n'était pas de taille. Nous nous sommes tous assis et j'ai regardé Richard de l'autre côté de la table et je n'ai rien ressenti d'autre qu'un épuisement profond. Cet homme avec qui j'avais passé 12 ans, travaillé 2 emplois pour soutenir ses études de médecine, construit toute une vie autour, et maintenant il n'était qu'un étranger qui m'avait volé. La médiatrice était une femme dans la cinquantaine qui a expliqué les règles de base et nous a demandé à chacun de partager notre point de vue sur le mariage et le divorce. Richard a commencé, et je l'ai regardé essayer de se faire passer pour la victime. Il a dit que je travaillais toujours, que mon succès le faisait se sentir petit et inadéquat, qu'il avait besoin de quelqu'un qui le fasse se sentir important et masculin. Il a réellement dit qu'Alexis le faisait se sentir comme un homme d'une manière que je n'ai jamais faite. Comme si nos 12 années ensemble ne signifiaient rien parce que j'avais eu l'audace de réussir. Le visage de la médiatrice est resté neutre, mais j'ai vu son sourcil tressaillir quand Richard m'a blâmé pour sa liaison. Son avocat avait l'air mal à l'aise et essayait sans cesse d'orienter Richard vers des points de discussion plus raisonnables, mais Richard était lancé sur la difficulté d'être marié à quelqu'un de plus prospère que lui. Quand Richard a finalement cessé de parler, la médiatrice s'est tournée vers moi et a demandé mon point de vue. Je n'ai pas crié ni pleuré ni fait aucune des choses auxquelles Richard s'attendait probablement. J'ai juste exposé les faits de la même voix calme que j'utilisais lors des réunions d'affaires. J'ai dit à la médiatrice que j'avais soutenu Richard pendant ses études de médecine en travaillant 2 emplois pendant qu'il étudiait. J'ai expliqué que j'avais fondé mon entreprise il y a 8 ans et qu'elle employait maintenant 200 personnes. J'ai expliqué comment le cabinet médical de Richard perdait de l'argent depuis 3 ans et j'ai couvert chaque perte sans me plaindre. J'ai décrit le paiement de notre hypothèque, de sa voiture, de tout notre mode de vie pendant qu'il jouait au faux sugar daddy avec mon argent. J'ai mentionné les $60 000 qu'il avait dépensés pour sa maîtresse en 6 mois. De l'argent qui venait de notre compte joint que je remplissais avec mon salaire. Le visage de la médiatrice disait tout sur qui elle croyait, et l'avocat de Richard a commencé à regarder ses notes comme s'il cherchait un moyen de sauver la situation. Palmer a ouvert son dossier et a sorti le rapport des jurys comptables. Elle a guidé la médiatrice à travers les conclusions, chaque chiffre documenté et vérifié. 60 000 sur la liaison répartie par catégorie. 150 000 autres en perte de cabinet que j'ai couverte sur 3 ans. La maison, les 2 voitures, nos économies, toutes financées principalement par mes revenus.
L'avocat de Richard a visiblement grimacé quand Palmer est arrivé au montant total des biens matrimoniaux que Richard avait dissipés ou que mes revenus avaient financés. Son visage est devenu rouge, et il a demandé une pause de 15 minutes pour consulter son client. Palmer a accepté, et ils ont quitté la salle de conférence pendant que nous restions. Quand ils sont revenus, Richard avait l'air vaincu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ses épaules étaient affaissées et il ne voulait pas croiser mon regard. Son avocat s'est raclé la gorge et a proposé un règlement. Richard garderait son cabinet médical et toutes ses dettes. Je garderais la maison et mon entreprise. Nous partagerions les autres biens matrimoniaux 60/40 en ma faveur en compensation de sa dissipation. Palmer n'a même pas cligné des yeux avant de contrer. Partage 70/30 et Richard paie mes frais juridiques, qui avaient atteint environ 15 000 $ jusqu'à présent. L'avocat de Richard a essayé de négocier, a dit que 65/35 était plus raisonnable, mais Palmer est resté assise là, impassible, et a dit que 70/30 plus les frais étaient sa seule offre. Elle leur a rappelé que nous avions des documents pour tout et qu'un juge serait probablement encore moins généreux envers Richard après avoir vu comment il avait dépensé les fonds matrimoniaux. L'avocat de Richard a regardé Richard et Richard a juste hoché la tête une fois comme s'il avait abandonné. Il savait que nous le détruirions au tribunal avec les preuves que nous avions. Palmer a sorti l'accord de règlement qu'elle avait rédigé à l'avance, confiante que nous arriverions à ce point. Elle a parcouru les termes pendant que l'avocat de Richard prenait des notes. Le règlement comprenait un langage très spécifique selon lequel Richard n'avait aucune revendication sur mon entreprise. Ni maintenant ni jamais, quelle que soit la croissance ou le succès futur. Il devait refinancer toutes les dettes de son cabinet à son nom uniquement dans les 6 mois. S'il ne pouvait pas obtenir de refinancement, il devait vendre le cabinet et utiliser le produit pour me rembourser les pertes que j'avais couvertes au fil des ans. Palmer avait pensé à tout. Chaque façon possible dont Richard pourrait essayer de s'en prendre à mon argent plus tard. Son avocat a lu attentivement l'accord, et je pouvais le voir réaliser qu'il n'y avait pas d'issue, que nous avions Richard complètement coincé. Richard a signé sans le lire lui-même. Il a juste fait confiance à l'évaluation de son avocat selon laquelle c'était la meilleure offre qu'il allait obtenir. Palmer a fait glisser l'accord de règlement sur la table et m'a tendu un stylo. J'ai signé mon nom sur chaque ligne marquée, le stylo griffant le papier avec un son qui semblait définitif et étrange. Richard a signé ces pages sans les relire. Juste des mouvements mécaniques comme s'il renonçait à quelque chose dont il ne se souciait plus. La médiatrice a été témoin de nos signatures et a récupéré les documents, disant qu'elle les déposerait au tribunal cet après-midi-là. Palmer m'a dit que la période d'attente de 60 jours commençait aujourd'hui et que le divorce serait définitif exactement 2 mois à partir de maintenant. Richard s'est levé quand la médiatrice a quitté la pièce et s'est dirigé vers moi, la main tendue. Il a dit que nous devrions parler en privé, qu'il y avait des choses qu'il avait besoin d'expliquer, mais j'ai attrapé mon sac et suis passé devant lui sans regarder son visage. Palmer m'a suivi dehors et j'ai entendu Richard appeler mon nom derrière nous, mais j'ai continué à marcher dans le couloir vers l'ascenseur. Le hall de l'immeuble semblait trop lumineux après la salle de conférence sombre et je me suis tenu dehors sur le trottoir en prenant de grandes inspirations d'air froid. Palmer m'a serré l'épaule et a dit que je m'en étais bien sorti là-dedans, que le règlement était équitable et protégeait complètement mes intérêts. Je suis retourné au bureau en voiture parce que rentrer à la maison semblait impossible et j'avais besoin d'être quelque part qui avait du sens. Gita était dans son bureau quand je suis revenu et elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a fermé sa porte. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau et je lui ai tout raconté sur le règlement, le partage 70/30, Richard gardant son cabinet défaillant, moi gardant la maison et l'entreprise. Elle a dit que c'était un bon résultat, que Richard avait ce qu'il méritait, mais ensuite elle s'est penchée en avant et a dit, je semblais trop calme à propos de tout. Elle m'a dit que j'agissais comme si je venais de conclure une affaire au lieu de mettre fin à mon mariage, et elle s'inquiétait que je garde tout à l'intérieur. J'ai dit que j'allais bien, que je voulais juste en finir, mais Gita a secoué la tête et a dit qu'elle me connaissait mieux que ça. J'ai changé de sujet pour parler de travail et elle m'a laissé faire, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Cette nuit-là, je suis rentré dans la maison vide et je me suis tenu dans la cuisine à regarder le vide. Les papiers du règlement étaient dans mon sac et mon alliance était toujours à mon doigt et j'ai réalisé que j'étais marié depuis 12 ans à quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Je suis monté dans notre chambre, me suis assise sur le bord du lit, et je me suis enfin laissé pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots bruyants et les qui venaient de quelque part au fond de ma poitrine. J'ai pleuré pour la fille de 25 ans qui a travaillé 2 emplois pour payer les études de médecine de son mari.
J'ai pleuré pour chaque fois que j'ai couvert les pertes de son cabinet sans me plaindre. J'ai pleuré pour l'avenir que je pensais que nous aurions. Des enfants, la retraite et vieillir ensemble. J'ai pleuré pour la personne que je pensais que Richard était. L'homme que j'ai épousé qui n'a apparemment jamais existé du tout. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal et que mes yeux soient gonflés et que je n'ai plus de larmes. Et puis je me suis allongé sur le lit portant toujours mes vêtements de travail et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que je m'endorme. Les semaines suivantes ont semblé étranges et déconnectées, comme si je vivais dans un endroit intermédiaire. Techniquement, j'étais toujours marié, mais Richard était parti et la maison était à moi seul. Je ne pouvais pas me résoudre à me soucier de redécorer ou de changer quoi que ce soit parce que tout semblait temporaire, comme si j'attendais que quelque chose commence. Je me suis jeté dans le travail, arrivant au bureau à 7 heures et restant jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. Gita me regardait avec des yeux inquiets, mais n'insistait pas. La maison vide était plus facile à gérer quand j'étais trop fatigué pour y penser. Knox est entré dans mon bureau un mardi avec des rapports trimestriels, et il était professionnel et minutieux comme toujours. Après son départ, Cory s'est arrêté et a fermé ma porte. Il a dit que Knox voyait un thérapeute pour gérer la culpabilité de ce qu'Alexis avait fait. Que Knox s'en voulait d'avoir élevé une fille qui pouvait blesser quelqu'un de cette façon. Cory a dit que Knox n'en parlait jamais au travail et gardait la tête baissée, mais que la thérapie l'aidait à tout traiter. J'ai ressenti un respect surprenant pour Knox, qu'il prenait la responsabilité de sa part, même si Alexis était une adulte qui faisait ses propres choix. Quelques semaines plus tard, Knox m'a rattrapé dans le couloir et m'a demandé s'il pouvait me parler une minute. Il a dit prudemment, comme s'il marchait dans un champ de mines, qu'Alexis était retourné vivre à la maison après que Richard n'ait plus pu payer son appartement. Il m'a dit que sa fille travaillait avec un thérapeute et regrettait profondément ce qu'elle avait fait, qu'elle voulait s'excuser un jour si j'étais prête à l'entendre. J'ai regardé le visage fatigué de Knox et j'ai vu un père qui souffrait pour les erreurs de son enfant. Je n'ai pas répondu à ce qu'il a dit sur Alexis parce que je n'étais pas prête pour cette conversation. J'ai juste hoché la tête une fois et je suis parti. Knox n'en a plus reparlé. J'ai entendu par des amis communs que le cabinet médical de Richard était plus en difficulté que jamais sans mon argent pour le soutenir. Quelqu'un m'a dit qu'il rencontrait des courtiers en affaires pour vendre le cabinet, qu'il n'aurait peut-être pas le choix si les choses ne s'amélioraient pas bientôt. Une partie de moi se sentait justifier que les conséquences soient réelles et immédiates, mais surtout je me sentais juste triste que 12 ans de mariage se terminent par la vente du rêve que je l'avais aidé à construire, que tout se résume à de l'argent et des mensonges et une fille de 25 ans qui pensait pouvoir avoir la vie de quelqu'un d'autre. 8 semaines après avoir signé le règlement, Palmer a appelé mon portable pendant que j'étais en réunion. Je suis sorti pour prendre l'appel et elle a dit que le tribunal avait tout traité et que le divorce était définitif depuis ce matin. J'étais officiellement célibataire à nouveau à 37 ans. Palmer a dit que les documents arriveraient dans quelques jours et que je devrais appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre. Je l'ai remercié et j'ai raccroché et je suis resté dans le couloir à essayer de réaliser que c'était vraiment fini. 12 ans de mariage dissous en 60 jours d'attente. Cela semblait surréaliste et anticlimactique, comme si je devais ressentir quelque chose de plus grand que cet étrange soulagement vide. Gita a insisté pour m'emmener dîner ce soir-là pour marquer l'occasion, bien qu'elle ait convenu que célébration n'était pas le bon mot pour cela. Nous sommes allés dans un endroit italien cher au centre-ville, et elle a commandé une bouteille de vin. Quand elle est arrivée, elle a levé son verre et a dit, au nouveau départ, au nouveau commencement, pour se souvenir de qui tu es sans que personne ne te retienne. J'ai choqué mon verre contre le sien et j'ai essayé de me sentir optimiste pour l'avenir au lieu d'être simplement épuisé par le passé. La nourriture était bonne et Gita m'a fait rire avec des histoires sur de terribles premiers rendez-vous qu'elle avait eus. Et pendant quelques heures, je me suis presque senti normal. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute parce que Gita avait raison de dire que je gardais tout à l'intérieur. Le cabinet du thérapeute était dans un immeuble calme avec des chaises confortables et un éclairage doux. Je me suis assise sur son canapé et je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Elle a écouté sans m'interrompre et a ensuite dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet. Elle m'a dit que j'avais été tellement investi dans la vie que je construisais que j'avais ignoré les drapeaux rouges évidents concernant Richard. Que j'avais choisi de croire ses mensonges parce qu'admettre la vérité signifiait admettre que j'avais gaspillé des années pour la mauvaise personne. Elle a dit que reconnaître ces schémas était la première étape pour s'assurer que je ne les répète pas, que comprendre pourquoi j'avais fait ces choix m'aiderait à en faire de meilleurs à l'avenir. J'ai quitté son bureau en me sentant à vif et exposé, mais aussi plus légère d'une certaine manière. Comme si peut-être en parler pouvait réellement m'aider à passer à autre chose.
3 mois se sont écoulés après l'arrivée des papiers du divorce, et je me suis installé dans une routine qui me semblait plus la mienne que tout ce que j'avais connu depuis des années. Knox m'a envoyé un email via les canaux appropriés de l'entreprise demandant s'il pouvait me rencontrer. A dit que c'était personnel et qu'il comprendrait si je refusais. J'ai accepté parce que Knox n'avait été rien d'autre que professionnel depuis que tout s'était passé. Et je l'ai rencontré dans mon bureau un jeudi après-midi. Il est entré en ayant l'air nerveux et apologétique. Et puis Alexis a suivi derrière lui. Elle avait l'air complètement différente de la femme blonde qui m'avait tendu son manteau ce samedi-là. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval, pas de maquillage, portant un jean et un pull uni qui venaient probablement d'un magasin ordinaire au lieu d'une boutique de créateurs. Elle a gardé les yeux baissés et a attendu que Knox parle en premier. Il m'a dit qu'Alexis travaillait dur sur elle-même, voyait un thérapeute 2 fois par semaine, et qu'elle voulait s'excuser correctement si j'étais prête à l'entendre. J'ai regardé Alexis et elle a finalement croisé mon regard, et j'ai vu quelque chose de réel là au lieu de l'attitude arrogante d'avant. Je leur ai dit de s'asseoir. Alexis a pris une respiration et a commencé à parler. A dit qu'elle savait que les mots ne pouvaient pas réparer ce qu'elle avait fait, mais qu'elle devait essayer quand même. Elle a expliqué qu'elle avait grandi gâtée après la mort de sa mère, que Knox lui donnait tout pour compenser la perte, et qu'elle était devenue cette personne qui pensait que le monde existait pour servir ses désirs. Elle savait que Richard était marié quand ils ont commencé à se voir. Mais elle s'était convaincue que cela n'avait pas d'importance parce que sa femme n'était que cette idée abstraite, pas une vraie personne avec des sentiments et une vie. Me rencontrer ce jour-là l'a choquée en lui faisant réaliser qu'elle avait blessé un être humain réel, quelqu'un qui avait construit une maison et une entreprise et toute une vie qu'elle avait essayé d'investir comme si elle était à elle. Elle a dit qu'elle travaillait avec son thérapeute pour comprendre pourquoi elle avait fait ses choix, pourquoi elle pensait mériter des choses qui appartenaient à quelqu'un d'autre, et elle commençait à voir à quel point sa pensée avait été tordue. Je l'ai écouté parler et j'ai réalisé quelque part pendant ses excuses que je n'étais plus en colère. La rage qui brûlait si fort quand elle s'est assise sur mon canapé et m'a insulté s'était évanouie en quelque chose de fatigué et lourd, et j'étais épuisé de la porter. J'ai dit à Alexis que j'appréciais qu'elle vienne ici et soit honnête, que je pouvais voir qu'elle essayait de changer. J'ai dit que je lui pardonnais, pas parce qu'elle l'avait mérité ou parce que ce qu'elle avait fait était acceptable, mais parce que j'avais besoin de lâcher ce poids pour pouvoir vraiment avancer. Elle a commencé à pleurer et m'a remercié, et Knox a semblé soulagé et reconnaissant d'une manière qui m'a rendu heureuse d'avoir accepté cette réunion. Ils sont partis après quelques minutes de plus et je me suis assise dans mon bureau en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. 6 mois après que la maîtresse de Richard a sonné à ma porte, ma vie ne ressemblait en rien à ce à quoi je m'attendais et était en quelque sorte meilleure que je ne l'imaginais. Mon entreprise a atteint des bénéfices records ce trimestre et nous avons embauché 50 nouveaux employés, nous sommes développés sur 2 nouveaux marchés que je prévoyais depuis des années. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré grâce à Gita, un consultant qui travaillait avec des startups technologiques, et qui était réellement enthousiaste quand je parlais de stratégie commerciale au lieu d'avoir l'air ennuyé ou menacé. Il gagnait plus d'argent que moi et ne se souciait pas que je réussisse. Traiter cela comme quelque chose à célébrer au lieu de rivaliser avec. La maison semblait à nouveau pleine parce que je l'avais remplie de mes propres affaires, de mes propres choix, de ma propre vie au lieu d'essayer de construire quelque chose avec quelqu'un qui en voulait à chaque brique que je posais. Certains jours, j'étais réellement reconnaissante qu'Alexis se soit présenté ce samedi après-midi dans sa robe de créateur et son attitude parce qu'elle m'a libéré d'un mariage qui étouffait lentement qui j'étais vraiment.